Bienvenue à Naturally par Josée, un balado sur la santé et le bien-être. Je suis votre hôte, Josée Fortin. Aujourd'hui, nous allons à la découverte des micro-organismes qui nous habitent et qui vivent en harmonie avec nous. Nous allons voir leur rôle au niveau de notre santé et l'importance de les garder en homéostasie. Le microbiome, c'est une communauté de micro-organismes tels que des bactéries, champignons et virus qui vivent dans différentes parties de notre corps, telles que dans notre système digestif, notre système urinaire, notre système reproducteur, notre système respiratoire et même sur notre peau. Ces micro-organismes se retrouvent sur des surfaces externes ou dans les cavités qui ont accès à l'extérieur, mais ne pénètrent jamais à l'intérieur d'une membrane pour passer dans le sang. Les barrières qui empêchent habituellement ces micro-organismes de pénétrer à l'intérieur du corps sont les parois digestives, vaginales, urinaires et respiratoires, ainsi que notre peau. Elles forment une enveloppe qui isole l'intérieur de notre corps des organismes étrangers. Notre système immunitaire assure l'élimination de tout micro-organisme qui pourrait réussir à passer à travers ces parois. Dans un corps humain en bonne santé, il y a autant de microbes qu'il y a de cellules. Il y a plus de 1000 différentes espèces de micro-organismes qui ont été identifiées dans le corps humain, mais tous ces micro-organismes ne sont pas nécessairement bénéfiques pour nous. Certains se retrouvent dans l'intestin quand le corps est en déséquilibre, alors que d'autres vont être présents si le corps est en homéostasie. La diversité du microbiome est essentielle pour maintenir une bonne santé. La plupart des humains ont environ 160 espèces de bactéries dans leur système digestif en tout temps. Avant la naissance, le microbiome intestinal est pratiquement inexistant. Une naissance vaginale contribue fortement à implanter les premières bactéries du microbiome. Les bébés reçoivent de leur mère des bactéries lors de l'accouchement, mais si le microbiote maternel est déséquilibré, les choses commencent mal. Une naissance par césarienne saute complètement cette étape et l'implantation des micro-organismes doit se faire par la peau ou par l'allaitement. Si le bébé est nourri à la bouteille au lieu d'être allaité, l'implantation du microbiote est encore ralentie et la variété des micro-organismes peut en être affectée. La composition principale du microbiote est habituellement établie dans les 2 premières années de vie. Une interaction symbiotique existe entre notre microbiote et nous lorsque ce dernier est en équilibre. C'est-à-dire que nous pouvons bénéficier mutuellement de notre association. Notre rôle est d'offrir à ces bactéries un environnement stable avec une source de nourriture constante, alors qu'en échange, elles jouent des rôles très importants dans notre bien-être et je dirais même notre survie. Commençons par examiner notre rôle dans cette relation symbiotique. Premièrement, nous offrons à notre microbiome la nourriture nécessaire à sa survie. Les bactéries bénéfiques que nous retrouvons dans nos intestins se nourrissent principalement de fibres alimentaires que nous ne pouvons pas digérer car nous manquons les enzymes nécessaires à cet effet. Avoir une alimentation riche en fibres est reconnu pour nous aider à garder nos intestins réguliers et elles agissent comme un balai qui aide à l'élimination de toxines. Cependant, pour les bactéries bénéfiques dans nos intestins, elles sont leur source principale de nourriture. Deuxièmement, nous leur offrons la possibilité de maintenir un environnement avec un pH stable pour assurer leur bon fonctionnement, ce qui est également très important puisque la forme des protéines et des enzymes dépendent du pH dans lequel elles évoluent. Je vais expliquer ceci un petit peu plus en détail. Si on regarde au niveau biochimique, les protéines sont des molécules composées d'acides aminés. Il y a 20 différentes sortes d'acides aminés qui peuvent être combinés ensemble de plein de façons différentes pour donner une molécule avec une forme très spécifique, selon la combinaison des acides aminés. La forme de la protéine va lui donner un rôle très précis. Les protéines peuvent avoir un rôle structurel, être une source d'énergie pour notre corps, avoir un rôle de transport, être une composante importante dans nos hormones ou dans notre système immunitaire, mais les protéines sont principalement une source unique d'enzymes. Les enzymes sont une catégorie de protéines qui ont pour rôle d'accélérer et d'assurer la transformation d'autres molécules en substances précises.
Elles peuvent soit briser des liens et couper des molécules en deux, ou créer de nouveaux liens pour combiner des molécules. Ceci est très important car ça modifie le rôle de ces molécules et leur fonctionnement dans notre corps. Le pH est une façon de mesurer le niveau d'acidité ou d'alcalinité d'un environnement spécifique. Un pH de 7 est un pH neutre qui est considéré ni alcalin ni acide. Plus le pH diminue, il se dirige vers 1, plus l'environnement est acide et le niveau d'acidité augmente exponentiellement pour chaque diminution de chiffre entier. D'autre part, plus le pH augmente au-dessus de 7, jusqu'à un maximum de 14, plus l'environnement devient alcalin et encore ici, l'augmentation est exponentielle pour chaque augmentation de chiffre entier. La forme des protéines dépend du degré d'acidité ou d'alcalinité de l'environnement où elles évoluent. Plus le pH est acide, plus la molécule se relâche, laissant plus d'espace entre les acides aminés qui la composent, ce qui modifie sa configuration. La molécule devient plus grosse, mais il y a également un mouvement de torsion qui affecte encore plus la forme de l'enzyme. Si c'est le contraire qui arrive et que le pH devient plus alcalin, la molécule se resserre et il y a alors moins d'espace entre les acides aminés. Encore ici, si le pH change, la molécule change de forme. Le substrat est le nom de la substance transformée par les enzymes. Les enzymes et le substrat fonctionnent comme des clés dans une serrure. Plus la forme de l'enzyme est modifiée, plus difficilement elle peut interagir avec les substances qu'elles doivent modifier. C'est un peu comme une clé dont les dents ne sont pas parfaitement alignées. Elle a beaucoup plus de difficultés à fonctionner et à ouvrir la porte. Si les dents sont trop désalignées, elles ne fonctionnent plus du tout. Pour l'enzyme, si le pH est légèrement modifié, sa forme change un peu. Le substrat a plus de difficultés à s'attacher à l'enzyme et la réaction prend plus de temps. Si l'enzyme change trop de forme, le substrat ne peut plus s'attacher assez étroitement avec la molécule pour que la réaction chimique ait lieu, et alors elle devient inefficace. Donc, il est très important de garder un pH stable pour assurer un bon fonctionnement des enzymes et des protéines en général. Les bactéries ont également besoin d'un pH stable pour que leurs enzymes et leurs protéines puissent également fonctionner de façon optimale. Selon la région du corps où elles évoluent, ce pH optimal n'est pas identique pour toutes les bactéries. Pour bien fonctionner, les bactéries dans notre bouche n'ont pas nécessairement besoin du même pH que celles qu'on retrouve dans nos intestins, dans notre vessie, sur notre peau, dans nos poumons ou même au niveau vaginal. Ici, il est important de faire quelques observations intéressantes. Le pH optimal pour les bactéries bénéfiques à l'être humain a tendance à être identique au pH optimal pour les enzymes produites par le corps dans cette région. Le corps a tendance à être en meilleure santé et à bien fonctionner lorsque ces bactéries travaillent en harmonie avec l'équilibre déjà établi du corps humain, ce qui implique qu'il y a eu un processus de sélection naturelle qui a déjà eu lieu. Des bactéries et des êtres humains qui ont des pH en harmonie donnent des corps plus résistants à la maladie et assurent une meilleure chance de survie. Une autre observation à faire, les micro-organismes les plus nuisibles pour le corps ont tendance à avoir un pH optimal différent de celui de la région du corps où elles se développent. En général, les micro-organismes sécrètent des substances qui aident à maintenir leur pH optimal. Comme par exemple, les bonnes bactéries qui vivent dans notre côlon ont tendance à sécréter de l'acide lactique, ce qui aide à maintenir le pH des intestins à un niveau bénéfique pour elles et pour nous. Alors que les champignons nuisibles, tels que le Candida albicans, ont tendance à sécréter de l'ammoniac, ce qui déséquilibre grandement le pH optimal pour le côlon. Vu que le pH n'est plus idéal pour cette région du corps, ce dernier peut moins bien se défendre contre l'envahisseur. C'est comme un prisonnier qui est affamé, il a moins d'énergie pour se défendre et devient léthargique. Une fois que le pH du côlon devient plus alcalin, le candida, lui, devient plus vigoureux et peut former des projections, c'est comme des mini-tentacules qui lui permettent de s'attacher à la paroi intestinale et le rendre plus difficile à déloger. Lorsque les cellules de candida meurent après une courte vie,
Elles sont remplacées par d'autres et la dégradation des projections laisse de petites ouvertures dans la paroi intestinale où des molécules qui ne sont pas complètement digérées peuvent pénétrer dans le corps. On se ramasse avec un problème d'intestin poreux. Si ce sont de petits morceaux de protéines qui pénètrent dans le corps et se ramassent dans la circulation sanguine, ils peuvent favoriser l'apparition d'intolérances ou d'allergies alimentaires. Le système immunitaire les perçoit comme des envahisseurs qu'il doit éliminer. Donc, un déséquilibre du pH favorise le développement de micro-organismes nuisibles qui peuvent avoir des conséquences assez sérieuses sur notre santé. En résumé, dans cette relation symbiotique, l'humain offre de la nourriture à tous ces micro-organismes ainsi que la possibilité d'un environnement favorable à leur multiplication. Garder ces milieux en homéostasie est alors très important pour un microbiote en santé, ce qui peut alors être bénéfique pour nous. Maintenant, regardons ce que ces micro-organismes peuvent nous apporter en échange. Nous savons déjà que le microbiome nous aide d'une multitude de façons, mais nous sommes encore à la découverte de cet univers mystérieux. Nous en apprenons de nouveaux aspects tout le temps et à cause de sa grande variété, nous allons en avoir encore pour longtemps à faire de nouvelles découvertes. Les rôles que tous ces micro-organismes ont dans notre corps sont aussi variés que le nombre de bactéries, champignons et virus différents qui le composent. Le microbiome intestinal est celui le plus étudié, donc nous allons commencer par celui-ci et nous allons aussi voir ce qui est connu sur le rôle des autres microsystèmes qui existent dans notre corps. Le premier rôle qui a été associé à un microbiome intestinal en santé est un rôle de protection. C'est notre première ligne de défense contre les pathogènes. Les pathogènes sont aussi connus comme les micro-organismes nuisibles. Les bactéries qui vivent en symbiose avec nous peuvent éliminer la majorité des pathogènes envahisseurs avant même que notre système immunitaire s'en mêle. Les bonnes bactéries qui peuplent notre intestin sont également une source très importante d'acides gras à chaîne courte, des substances qui agissent sur notre corps d'une multitude de façons très intéressantes. Il y en a 3 sortes principales. L'acétate qui compose environ 60% des acides gras à chaîne courte, ainsi que le propionate et le butyrate, qui chacun compose environ 20% des acides gras à chaîne courte. Il y a des traces de d'autres métabolites, tels les isomères de lactate, la valérate, l'isobutyrate ainsi que l'isovalérate, mais leur rôle et interactions sont un petit peu moins étudiés pour l'instant. Le butyrate en particulier a été le sujet de beaucoup d'études et est très intéressant dans ce rôle de protection. Les plus récentes recherches démontrent qu'un microbiome qui produit beaucoup de butyrate aide à favoriser la croissance de bonnes bactéries, aide à l'élimination de micro-organismes nuisibles, a un effet modulateur sur plusieurs fonctions immunitaires, aide à protéger l'intégrité de la muqueuse intestinale, aide à réduire l'inflammation aiguë et chronique lors de maladies inflammatoires des intestins et aurait même un effet protecteur contre le cancer des intestins. Un autre rôle associé à notre microbiome intestinal est un rôle d'assimilation et de production d'éléments nutritifs importants à la santé. Les micro-organismes dans notre système digestif contiennent à peu près 3 millions de gènes, ce qui est environ 150 fois plus que ce qu'on retrouve dans les cellules de notre corps. Ce qui veut dire que nous bénéficions ainsi de la présence de beaucoup plus de sortes d'enzymes sans avoir à les produire, puisque c'est les micro-organismes de notre microbiote qui les produisent au lieu. Ceci permet de nous donner accès à des possibilités qui n'existeraient pas sans tout ça. Nous pouvons alors retirer plus de notre alimentation et avoir un accès différent aux éléments nutritifs qui la composent. Un microbiome intestinal qui contient une bonne variété de bactéries et produit des quantités importantes d'acides gras à chaîne courte peuvent devenir une source intéressante de vitamine K ainsi que toutes les vitamines du complexe B. Le microbiome augmente également l'assimilation de la vitamine D, ce qui aide à la santé des os, du système immunitaire et du système nerveux. Le microbiome a également un impact important sur le métabolisme des minéraux et il agit à 2 niveaux différents. Premièrement, il influence directement l'assimilation gastro-intestinale des minéraux en stimulant leur absorption par la paroi intestinale et il produit une panoplie d'enzymes uniques aux bactéries, les phytases, qui permettent de libérer les minéraux provenant d'aliments végétaux et auxquels nous n'aurions pas accès sans leur aide.
La fermentation des fibres libère également de l'hydrogène, ce qui permet une meilleure oxydation des substances organiques et augmente la production d'énergie à travers le processus de la digestion dans un environnement anaérobie, comme dans les intestins. Le processus de fermentation aide également à rendre plusieurs acides aminés tels que la phénylalanine, la tyrosine et le tryptophane plus faciles à assimiler et utiliser par le corps. Une alimentation riche en L-glutamate aide également les bactéries à régulariser le métabolisme de l'arginine, de la sérine et de l'aspartate. Ceci réduit également en général le catabolisme, c'est-à-dire l'élimination des acides aminés, autant les acides aminés essentiels que les non essentiels. Ceci a un impact positif sur la production de protéines, d'enzymes et de neurotransmetteurs. Plusieurs études démontrent qu'un microbiome intestinal en homéostasie permet la régulation de plusieurs voies physiologiques au sein du système nerveux, avec un impact potentiel sur plusieurs maladies telles la dépression, la schizophrénie et la maladie d'Alzheimer. Il permet de contrôler l'inflammation systémique et l'inflammation des nerfs, ce qui aide à moduler les émotions, la cognition et les troubles mentaux. Il peut également stimuler la production d'une enzyme qui favorise la production de sérotonine et peut avoir un effet positif sur l'intégrité de la barrière hémato-encéphalique qui permet de protéger le cerveau. Donc, le microbiote a un effet direct sur les fonctions de notre système nerveux. Finalement, une forte concentration d'acides gras à chaîne courte au niveau intestinal aide à régulariser plusieurs voies métaboliques, ce qui aide à réduire plusieurs problèmes métaboliques tels que les problèmes de haute pression, de déséquilibre au niveau du métabolisme du cholestérol, du diabète de type 2 ainsi que de l'obésité. Le butyrate semble aider à réduire une haute pression par le biais de la vasodilatation et aiderait à réduire l'inflammation qui est à la base de l'accumulation de plaques et du durcissement des artères. On aurait alors des artères en meilleure santé. L'acétate aiderait à rétablir l'homéostasie avec le métabolisme du cholestérol. Le cholestérol est un élément très important dans la fabrication de beaucoup d'hormones, mais c'est lorsqu'il colle aux artères que nous nous retrouvons avec des problèmes sérieux. Le garder en équilibre est particulièrement important pour la santé. Dans le cas d'obésité, l'acétate peut aider à réduire la masse corporelle, moduler le métabolisme du glucose et des lipides, ainsi que diminuer l'appétit en agissant directement sur la sécrétion des hormones de satiété dans le cerveau. Le diabète de type 2 serait associé avec une diminution de la concentration de butyrate au niveau intestinal. Donc, ceci n'est pas une liste exclusive de l'impact qu'a un microbiome intestinal en équilibre sur notre santé. Nous avons encore beaucoup de choses à découvrir et il y a probablement encore des rôles que nous ne connaissons pas. Qu'est-ce qu'il en est des autres microbiomes maintenant? Si on regarde le microbiome urinaire, ce n'est que récemment que la stérilité urinaire a été remise en question. Parce qu'avant ça, ils pensaient qu'il n'y en avait pas de bactéries au niveau urinaire, que la vessie était toujours exemple de bactéries, sauf s'il y avait une infection. C'est récemment qu'un microbiome urinaire a été identifié. C'étaient les méthodes de culture qui étaient insuffisantes et ne permettaient pas de détecter les bactéries anaérobies ou à croissance lente qui composent habituellement ce microbiome-là. Tout comme le microbiome intestinal, le microbiome urinaire exercerait lui aussi un effet protecteur au niveau de la vessie et inhiberait la croissance et l'adhésion des bactéries pouvant causer des problèmes urinaires tels que les infections des voies urinaires, l'incontinence urinaire d'urgence, le syndrome douloureux de la vessie et la cystite interstitielle. Encore ici, nos connaissances sur son rôle sont très limitées. Il y a probablement des surprises qui nous attendent. Le microbiome vaginal chez les femmes et le microbiome intestinal chez les deux sexes peuvent influencer la santé reproductive avec les succès de conception. Ils influencent la qualité des ovocytes, la motilité des spermatozoïdes et la réceptivité de l'utérus à la conception. La production d'acide lactique par le microbiome vaginal aide à maintenir un environnement acide, ce qui protège contre les infections et favorise la fécondation et l'implantation d'embryons.
Un microbiome vaginal et intestinal déséquilibré augmente le risque de vaginose bactérienne ou à champignons. Il semblerait même qu'il y aurait un impact sur les risques de contracter le VIH. Ils peuvent également réduire la fertilité en augmentant les risques d'un état inflammatoire chronique qui peut provoquer une réponse immunitaire hostile aux spermatozoïdes. L'on pense même qu'un microbiome vaginal déséquilibré pourrait potentiellement avoir un impact sur le développement de conditions telles que le syndrome des ovaires polykystiques ainsi que de l'endométriose. Dans le cas du microbiome pulmonaire, c'est encore une situation où l'on a longtemps cru à une stérilité des poumons et que l'on a résisté à l'idée d'un microbiome pulmonaire sain. L'on connaît très peu de choses à son niveau parce que c'est quand même tout récent les découvertes qui ont été faites, mais voici quelques informations intéressantes. Il semblerait que le microbiome pulmonaire s'installe beaucoup plus rapidement que le microbiome intestinal. Déjà, on décèle la présence de bactéries bénéfiques au niveau pulmonaire dans les 24 heures suivant la naissance et le microbiome pulmonaire est établi en quelques mois au lieu de quelques années comme dans le cas du microbiome intestinal. Dans les grands prématurés souffrant de bronchodysplasie, on observe à l'âge adulte une dysbiose pulmonaire importante. Ceci suggère que l'âge gestationnel, le mode d'accouchement et les 2 premiers mois de vie sont cruciaux dans la constitution du microbiote pulmonaire. Pour l'instant, on peut résumer ce que l'on sait sur ce microsystème en 3 points. Premièrement, les poumons présentent une faible densité bactérienne si on compare aux autres microbiotes. Deuxièmement, cette densité bactérienne présente une forte biodiversité, ce qui pourrait expliquer sa capacité de résilience importante. Et troisièmement, elle présente une grande abondance de bactéries anaérobies strictes qui auraient un rôle d'éducation sur le système immunitaire qui aiderait à induire une tolérance aux allergènes et à réduire les risques de développer une asthme allergique. Le microbiome intestinal semble pouvoir échanger des bactéries avec le système respiratoire. Il y a un petit échange qui semble se faire. Ils ne sont pas certains si c'est direct ou indirect, mais qui aurait un impact direct sur la santé du microbiote respiratoire. Cependant, comme je disais au début, ça fait vraiment pas longtemps qu'il a été découvert, donc on n'en sait pas beaucoup de choses. Puis, il y a probablement des découvertes très intéressantes encore à faire à ce niveau-là. Le microbiome cutané varie selon la zone de la peau où il est localisé. Les zones sèches n'auront pas la même composition en micro-organismes que les zones humides ou les zones grasses. C'est un microbiome qui a tendance à être relativement stable au cours du temps. Certaines recherches indiquent que les micro-organismes qui le composent aident à la dégradation des gras dans la peau, ce qui permet de produire des facteurs naturels hydratants. Un déséquilibre de ce microbiome est souvent associé à des troubles de la peau tels que l'acné, la dermatite atopique, le psoriasis, la dermatite séborréique, la couperose ou encore le cancer de la peau. Le microbiote cutané joue également un rôle important dans la cicatrisation des plaies et l'odeur corporelle. Oui, la composition de bactéries sur notre peau affecte la formation d'odeurs. C'est un domaine plutôt intéressant à explorer. En somme, notre corps est habité par une multitude de micro-organismes qui travaillent en synergie avec nous pour aider à maintenir l'homéostasie de notre corps. Comme vous avez pu le voir, ça a un impact à plein de niveaux au niveau de notre santé. Nous avons vu tous les rôles qui ont pu leur être attribués jusqu'ici, mais il y a encore beaucoup de découvertes qui peuvent être faites. C'est un domaine qui est en pleine expansion. Les chercheurs mettent beaucoup d'efforts pour voir le rôle que tous ces micro-organismes ont dans notre corps, puis comment on peut utiliser ces connaissances-là pour améliorer notre santé. Jusqu'ici, vous avez vu le potentiel. Dans notre prochain épisode, on va plutôt découvrir comment maintenir un bon équilibre dans tout ceci. Le microbiome qui nous habite est dynamique. Il a tendance à changer beaucoup, puis il peut être modifié par une panoplie de facteurs tels que notre alimentation, les produits de soins corporels que nous utilisons, notre style de vie, la prise de médicaments et particulièrement un changement au niveau de notre pH.
Ces changements peuvent être la cause de l'apparition de plusieurs problèmes de santé, puis nous allons voir quels outils sont à notre disposition pour aider à atteindre une homéostasie au niveau des microbiomes de notre corps. Mais on va aussi voir les méthodes de prévention qu'on peut utiliser pour minimiser les risques de dérapage, pour s'assurer que tous ces micro-organismes fonctionnent en synergie avec nous et continuent à être bénéfiques. Donc, note importante, toute l'information contenue dans ce balado ne vise pas à remplacer les recommandations de votre médecin. Si vous avez des problèmes de santé ou prenez des médicaments, il est important de consulter votre médecin pour vous assurer que vous pouvez faire les modifications que vous désirez adopter sans interférer avec votre traitement médical ou les médicaments que vous prenez. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous aimez mon contenu, s'il vous plaît me suivre ou vous abonner à la plateforme que vous utilisez. Vous pouvez également activer les notifications pour être avisé lorsque je télécharge un nouvel épisode, qui sera tous les 2 mardis en matinée. Merci d'être là et j'espère vous revoir bientôt. Bonne journée.